La surface de ce fleuve donne l'impression d'être recouverte d'écailles de poissons. Serait-ce un immense dragon aquatique ou quelque autre créature mythique? Pas vraiment. L'explication est plus terre à terre, bien que surprenante à sa manière. Reprenons depuis le tout début. Il s'agit du fleuve Qiantang, situé en Chine, et de la baie de Hangzhou, qui constitue son estuaire, c'est-à-dire la partie où le cours du fleuve rencontre la mer. Cette région est célèbre pour abriter les plus grands mascarets au monde, des vagues de marée puissantes remontant le fleuve à contre-courant. Dans le Qiantang, ces mascarets peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, ce qui est impressionnant. La région est régulièrement témoin du passage de ces longues vagues remontant le fleuve. Cependant, en 2021, lors d'une expédition scientifique, des experts ont observé un phénomène naturel extraordinaire, unique à cette zone. Parfois, les vagues arrivent en tourbillonnant, créant ainsi ce que l'on appelle la fameuse marée en écailles de poissons. Ce qui distingue cette région, ce sont ses courants rotatifs, qui font que la marée ne se contente pas de progresser vers les terres avant de rebrousser chemin. En effet, un courant rotatif peut aisément changer de direction sans altérer sa vitesse. Cela fait du fleuve Qiantang un endroit propice à l'apparition de vagues se percutant à des angles obliques et donnant ainsi naissance à un phénomène similaire à une mer croisée. Abordons maintenant ce phénomène. Ces motifs ondulatoires, à 4 côtés sur l'océan, captivent le regard, comme si les divinités sous-marines s'étaient livrées à une partie d'échecs géante. Il s'agit d'une mer croisée, également appelée mer carrée ou onde carrée. Contrairement aux vagues qui atteignent habituellement le rivage de manière parallèle à la côte, celles-ci dessinent un motif en damier à la surface de l'eau dans certaines régions du globe. Vues d'en haut, elles peuvent donner l'impression qu'une grille sous-marine crée ces ondulations carrées. Toutefois, les vagues carrées ne résultent pas d'un phénomène se produisant sous la surface. Elles sont générées par la dynamique des mouvements de l'eau. Dans certaines régions, les conditions météorologiques entraînent la formation de vagues sous des angles différents. Lorsque deux houles opposées viennent à se rencontrer, ce motif unique apparaît alors à la surface. Aussi fascinant et inhabituel que puisse paraître ce phénomène naturel, il présente également un danger réel. Si vous apercevez des vagues carrées en nageant, sortez immédiatement de l'eau. En effet, ces vagues sont souvent associées à des courants d'arrachement, de puissants courants qui se dirigent vers le large à partir de la côte. De plus, les vagues carrées peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Une épreuve à laquelle même les nageurs les plus chevronnés ne sauraient en faire face. Laissons de côté les océans pour le moment, afin de nous diriger vers le plus grand volcan actif d'Europe, l'Etna. Ce dernier continue de nous émerveiller avec ses impressionnants spectacles d'anneaux de fumée. Mais attendez, des gens vivent à proximité. Ne faudrait-il pas les évacuer? Le volcan semble sur le point d'entrer en éruption. Du calme, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les spécialistes nous rassurent. La formation de tels anneaux ne présage pas d'une éruption imminente. Ces cercles de fumée blanche sont constitués de vapeur d'eau et se forment à la suite d'éruptions de bulles de gaz dans un conduit étroit, situé au-dessus d'une chambre magmatique. L'Etna a même été surnommée la Dame des Anneaux. Et actuellement, le volcan surpasse ses propres records. Par exemple, en l'an 2000, il a généré environ 5000 de ces anneaux de fumée. D'après les chercheurs, aucun autre volcan sur Terre ne produit autant d'anneaux tourbillonnants que l'Etna. Le cratère sud-est se montre particulièrement actif, émettant sans cesse de magnifiques cercles de vapeur. Ne quittez pas le ciel des yeux, vous pourriez assister à un spectacle similaire à celui qu'ont récemment observé les habitants du New Jersey. Une gigantesque boule de feu a embrasé le ciel de ce petit État et des régions voisines. Cette brillante traînée de lumière avait été laissée par une météorite en chute libre. Les résidents de plusieurs localités du New Jersey, ainsi que de certains comtés de New York, de Pennsylvanie et du Connecticut, ont signalé ce phénomène à l'American Meteor Society. Des enregistrements de sécurité, publiés en ligne par certains témoins, montrent l'éclair fendant le ciel en quelques secondes à 3h43 du matin. Un autre phénomène extraordinaire récemment capturé est l'un des plus rares au monde et quasiment impossible à observer à l'œil nu. Un photographe australien, se trouvant aux abords de Derby lors de la saison humide, a réussi à saisir quelques farfadets d'orage. Il a déclaré par la suite qu'ils avaient disparu en un clin d'œil et les a décrits comme de grandes vrilles duveteuses aux nuances de pourpre et de rouge, parsemées de taches éclatantes. Les farfadets sont des décharges électriques massives, se manifestant sous diverses formes et prenant l'apparence de flashs rouge-orangé. Ils ne durent qu'une fraction de seconde et surviennent après des éclairs d'une extrême intensité.
Bien que ces phénomènes soient généralement engendrés par les décharges électriques entre un nuage d'orage et le sol, les farfadets s'élèvent jusqu'à une altitude de 100 km. Fait remarquable, ce phénomène fut longtemps considéré comme fictif avant que des scientifiques ne parviennent enfin à le capturer sur pellicule. Depuis, des farfadets sont régulièrement enregistrés. La foudre de Catatumbo constitue la plus longue tempête d'éclairs au monde. Le cœur de cet orage récurrent se trouve au-dessus de l'embouchure du fleuve Catatumbo, là où il se déverse dans le lac Maracaibo, au Venezuela. Cette tempête s'élève à une altitude supérieure à celle des orages ordinaires. Elle se produit de 140 à 160 nuits par an, s'étend sur 9 heures quotidiennes et génère de 16 à 40 éclairs par minute. On entend souvent dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Pourtant, Catatumbo semble ignorer cette maxime, ou du moins, elle n'empêche nullement les nuages d'orage de revenir chaque année au même endroit. Un randonneur au Royaume-Uni a réussi à capturer des clichés spectaculaires d'un phénomène météorologique surnommé « spectre de Brocken ». Admirez plutôt, cette scène a été immortalisée à l'aide d'un appareil photo Canon 5D Mark IV. La silhouette aperçue n'est cependant pas un être immatériel, mais simplement l'ombre du photographe, se trouvant au centre d'un arc-en-ciel circulaire. Fasciné, il a pris quelques autres photos avant de poursuivre sa route. Un tel effet se produit lorsqu'une personne se situe au-dessus de la surface supérieure d'un nuage, sur une montagne ou un autre relief, tandis que le soleil brille dans son dos. Lorsque l'ombre de l'observateur apparaît, la lumière se réfléchit de manière à créer une étrange gloire circulaire autour du point situé directement à l'opposé du soleil. Un autre phénomène céleste saisissant a été observé à Auckland. À quoi cela vous fait-il penser? On pourrait croire qu'il s'agit d'un vaisseau spatial venu d'une autre civilisation. Mais en réalité, il s'agit d'un phénomène météorologique rare. Ceux qui ont aperçu cette formation circulaire ont décrit un trou dans la couverture nuageuse, et certains ont même remarqué la présence d'un petit arc-en-ciel à l'intérieur. Ce phénomène est connu sous les noms de cavum ou trou de Virga. Une telle formation est assez inhabituelle. Même les spécialistes ne l'auront observé qu'à quelques reprises au cours de leur carrière. Ce phénomène résulte d'une perturbation atmosphérique au sein de l'eau en surfusion, souvent provoquée par un avion ou un autre élément similaire. En conséquence, cette eau froide à l'extrême se transforme rapidement en cristaux de glace, lesquels, étant plus lourds que le nuage environnant, tombent en laissant un vide. Ce processus, qui s'effectue en haute altitude, ne prend que quelques minutes environ. Revenons sur Terre pour observer un phénomène rare aux États-Unis. Un événement d'une telle ampleur ne s'était pas produit depuis 1803. Des milliards de cigales, appartenant à 2 générations distinctes, émergent simultanément du sous-sol, après plus de 2 siècles d'attente. Ces insectes chanteurs et bruyants appartiennent à 2 familles distinctes de cigales périodiques. L'une émerge à la surface tous les 13 ans, tandis que l'autre apparaît tous les 17 ans. Il est rare que les cycles de ces 2 groupes coïncident. Mais cette année, un tel événement exceptionnel se produit. Les 2 groupes, aux cycles distincts, émergent simultanément. Ils sont connus sous les noms de couvée 13 et couvée 19. Et on les a observés, ainsi qu'entendus, dans tout le sud des États-Unis, ainsi que jusqu'au nord de l'Illinois. À Westbrook, dans le Maine, les gens ont vu un énorme disque de glace en janvier 2019. Ce disque ressemblait à un manège hivernal. Il tournait dans le fleuve Presumpscot. Les habitants lui ont donné toutes sortes de noms. Le plateau tournant de glace, la roue de la fortune gelée, j'en passe, et des meilleurs. On estime qu'il mesurait environ 91 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands disques de glace jamais vus. Curieusement, les disques de glace en rotation ne sont pas une nouveauté. On en a déjà vu en Russie et dans l'État de Washington. Ils formaient presque toujours des cercles parfaits. Mais comment ces disques apparaissent-ils? En 1997, des scientifiques se sont dit que c'était l'eau qui les causait, en créant un effet de tourbillon, lissant la glace et la rendant parfaitement circulaire. En 2016, d'autres scientifiques ont affirmé que les courants fluviaux aidaient à la formation de ces disques, mais que c'était les changements de température qui les faisaient tourner. L'eau tiède ou chaude fait fondre et couler la glace, ce qui crée un tourbillon qui fait tourner le disque. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne vite. Avez-vous déjà entendu parler des lumières de Hesdalen en Norvège? Non, ce ne sont pas des aurores boréales. Ce sont des sortes de boules incandescentes. On en observe régulièrement depuis au moins les années 30. Ces merveilles lumineuses se présentent sous diverses couleurs.
Parfois elles clignotent, d'autres fois, elles se contentent de briller. Les lumières de Hessdalen peuvent apparaître 10 à 20 fois par semaine. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit. Elles peuvent durer quelques secondes ou rester en vol stationnaire pendant plus d'1 heure. Il est intéressant de noter que personne n'a la moindre idée de ce qu'elles sont exactement. Parmi les efforts déployés pour comprendre ces lumières, citons le projet Hessdalen, lancé en 1983, et d'autres projets ultérieurs, comme le projet Triangle. Malgré les recherches, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ces lumières. Certains pensent qu'il s'agit de corps célestes, d'autres des avions, d'autres encore des mirages. Selon une théorie, ces lumières seraient causées par de la poussière en suspension, tandis qu'une autre mentionne le plasma formé par l'air ionisé et la poussière résultant de la désintégration du radon. Les roches sonnantes sont un phénomène géologique intéressant que vous ne connaissiez probablement pas, et c'est notre prochaine étape sur la route des phénomènes naturels mystérieux. Vous les trouverez dans le comté de Bucks, aux États-Unis. Si vous frappez ces roches avec un marteau ou une autre pierre, elles se mettent à sonner. Les scientifiques les ont étudiées, mais le mystère reste entier. Il existe également différentes hypothèses à ce sujet. La taille et la forme des blocs rocheux, ainsi que la façon dont ils sont empilés, peuvent affecter les sons qu'ils produisent. Mais cela n'explique pas pourquoi ils produisent un son. On décrit celui-ci comme métallique, mais il est probablement dû à la densité et à la tension interne des roches, et pas seulement à leur teneur en fer. Une expérience réalisée dans les années 60 a suggéré que les sons provenaient d'une tension interne, et non d'une quelconque altération extérieure. Les roches situées au milieu des terrains présentent une expansion ou détente après avoir été coupées, ce qui indique la présence d'une tension élastique interne. Une altération lente dans les champs secs pourrait être à l'origine de ces tensions. La théorie des tensions résiduelles suggère que ces blocs rocheux agissent comme des cordes de guitare. Un bloc déstressé produit un bruit sourd, tandis qu'un bloc stressé résonne à différentes fréquences. Les blocs peuvent continuer à sonner après avoir été éloignés de leur champ, et on dit que certains de ces rochers ont été volés. Il n'y a plus de petits sonneurs dans la plupart des champs, et en brisant de gros blocs, on fait cesser les sons. D'imposantes machines sont nécessaires pour déplacer les petits blocs, qui pèsent plus d'1 tonne. Parlons des boules de feu des Nagas. Elles n'apparaissent que le long du Mékong, en Asie. Ces boules de feu se trouvent sur un tronçon de 250 km du fleuve. Rougeoyantes, elles s'élèvent naturellement de l'eau vers le ciel. Elles peuvent faire la taille d'une étincelle ou d'un ballon de basket. Selon les habitants, il y aurait entre quelques dizaines et quelques milliers de boules de feu par nuit. On peut les observer tout au long de l'année. Mais elles semblent se manifester le plus souvent au moment de la pleine lune et à la fin de l'automne. Pourquoi? Personne ne le sait. Certains ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène. Une théorie suggère que de la phosphine provenant des marécages pourrait en être à l'origine. Cependant, les sceptiques affirment qu'il est peu probable qu'une combustion spontanée soit à l'origine du phénomène. Selon une autre explication, il s'agirait d'orbes de plasma créés par l'électricité de surface et flottant librement. Toutefois, ce phénomène se produit généralement dans des environnements contrôlés lors d'expériences et non de manière naturelle. Nous avons ensuite la foudre en boule. Il s'agit d'une chose très rare, une boule incandescente qui apparaît dans l'air. Elles apparaissent en général près du sol pendant les orages, en même temps que les éclairs normaux. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues, et sont souvent accompagnées d'un sifflement et d'une odeur désagréable. Ces sphères lumineuses sont rapides. Elles ne durent que quelques secondes, tournent en rond, puis disparaissent, parfois en silence, parfois avec un petit bruit sec. La foudre en boule peut sembler dérangeante, mais elle est généralement inoffensive. Bien sûr, il arrive qu'elle brûle ou fasse fondre des objets, mais elle n'est pas là pour nous nuire. Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui cause ce phénomène, ni de son lien avec la foudre ordinaire. Certains ont évoqué un comportement étrange de l'air ou des gaz, un plasma de haute densité ou même un tourbillon de gaz incandescent. Même le rayonnement micro-ondes piégé dans une bulle de plasma figure sur la liste. Mais ne confondez pas la foudre en boule avec la foudre en perles. Il s'agit d'un phénomène différent, qui ressemble davantage à un chapelet de perles et qui se produit lorsqu'un éclair se maintient pendant une bonne seconde. Chut, nous sommes maintenant dans la zone silencieuse de Mapimi.
Il s'agit d'un endroit situé près de Bolson de Mapimi au Mexique. L'histoire raconte que dans cette zone désertique, il est impossible de capter des signaux radio ou de parler à qui que ce soit. En juillet 1970, une fusée en provenance de l'Utah a dévié de sa trajectoire et a atterri ici. Elle transportait du cobalt. Les autorités ont dû évacuer des tonnes de terre du site de l'accident. Aujourd'hui, grâce au nettoyage, la zone silencieuse fait l'objet de nombreuses légendes. On parle d'un étrange phénomène magnétique qui perturbe les radios, de plantes et d'animaux qui subissent des mutations. Les habitants suivent le mouvement, ce qui stimule le tourisme dans la région. Très bien, nous pouvons maintenant parler un peu du Soleil. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse boule de feu, il possède une couche extérieure appelée couronne. Il s'agit d'une sorte de veste solaire invisible composée de gaz. En général, vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil est très brillant. Mais il y a une astuce. Lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, la couronne apparaît, toute brillante et blanche. La couronne est brûlante, plus chaude encore que la surface du Soleil, ce qui est assez étrange. Les scientifiques se sont donné pour mission d'élucider ce mystère. Ils ont découvert ce qu'on appelle des bombes thermiques, qui partent du Soleil et se dirigent vers la couronne, explosant et réchauffant la surface. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du puzzle. La surface du Soleil est comme un terrain de jeu couvert de champs magnétiques. Ces champs magnétiques créent des formes intéressantes, par exemple des boucles et des serpentins. Les télescopes nous permettent d'observer ces formes de près. La couronne s'étend relativement loin et émet ce qu'on appelle des vents solaires partout dans le système solaire. Ces particules sont si rapides qu'elles échappent à la gravité de notre bel astre. Et puis il y a un endroit sympa, la plage de Kuala Selangor que vous ne pouvez visiter que lorsque la marée est basse. Les horaires changent tous les jours et vous ne pouvez pas y accéder lorsque la marée est haute. La plupart du temps, la plage est cachée sous la mer et ne figure même pas sur la carte. Mais quand la marée est bonne, elle apparaît. Un peu comme la version malaisienne du Salar d'Uyuni. Les gens l'appellent le miroir du ciel. Car lorsqu'il n'est pas immergé, il reflète merveilleusement le ciel. Un endroit génial pour des photos vraiment belles. En plus d'être un endroit idéal pour voyager, il abrite également une faune et une flore très diverses. Par exemple, des palourdes et d'autres coquillages qui vivent sur ces rivages sablonneux. Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'une heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne,
Un millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État. L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des 3 États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km. Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un « hiver éternel ». Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du soleil et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires, qui libère 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de 2 étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière.
Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire, la Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes géospatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps. La possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène. Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre. Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom.
Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active.
Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler.